Un balado de 37e Avenue. Au début du magazine, là, mon but, c'est de me donner un prétexte pour me lever de mon ordinateur et aller rencontrer du monde. Puis moi, au début du magazine, je me souviens, on est allé rencontrer un Roland Blenner-Acid. C'était un gars, là, qui avait un entrepôt plein de capes de roue. Quand j'étais là-bas, on se pinçait, on disait, hey, on est en train de jaser avec un gars de capes de roue. Avec le king du cap de roue. Mais le gars, il nous parlait du cap de roue comme si c'était comme une des plus grandes merveilles comme du si monde. C'était de la typographie. Ben, comme moi, je parle de typo, mais lui, sa passion, c'est les capes de roue, puis il t'expliquait. J'organise un grand dîner mercredi prochain, si tu veux. Allô, Steve Pro, au micro du balado Les Écrans, le balado qui s'intéresse aux gens des médias. Pour cet épisode, je vous propose de souligner un anniversaire, les 20 ans d'Urbania. Ben oui, c'est en 2003 que Philippe Lamarre, avec son associé de l'époque, Vianney Tremblay, lançait le premier numéro de ce magazine urbain, irrévérencieux, qui s'amusait à brasser la cage un peu d'un paysage médiatique plutôt lisse à l'époque. D'un magazine léché au lectorat presque confidentiel, Urbania a fait des petits avec les années. Aujourd'hui, c'est une marque média établie au Québec avec sa plateforme en ligne, très connue, très courue, c'est Micromag, sa maison de production télé. Urbania produit aussi des balados, dont l'excellent Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Charles Beauchesne qui est venu à ce micro d'ailleurs l'automne dernier pour nous parler précisément de cet excellent balado. L'entreprise Urbania a aussi une présence en France depuis quelque temps. Et puis bon, Urbania, je dois le dire, a une importance dans mon parcours personnel, professionnel aussi, parce que j'ai eu la chance de faire partie des premières années de cette aventure comme rédacteur en chef de 2 numéros. Et ça continue de faire partie de mes expériences professionnelles parmi les plus excitantes de ma vie, à défaut d'être la plus payante. J'ai donc eu envie de revenir dans le temps et de ressasser des souvenirs de ce glorieux passé avec celui qui est à l'origine de tout ceci, le président et fondateur d'Urbania, Philippe Lamarre. Savoir chaque jour, en seulement 3 minutes, ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Écoutez le balado Actualité Info Bref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité Info Bref dans votre appli de balado ou allez à la page audio à infobref.com. Aujourd'hui, on célèbre les 20 ans d'Urbania, un projet qui était au départ un magazine. Ça deviendra beaucoup plus avec les années. Mais Philippe Lamarre, les magazines, toi, ça t'a toujours fait triper. Moi, je suis né... Non, je suis pas né dans un magazine, mais disons que quand j'avais 9 ou 10 ans, j'avais fait un magazine à maison. J'habitais sur Hutchison, dans le Myland, pas loin de Mont-Royal. Puis au coin de Laurier, il y avait un centre de photocopie qui s'appelait Copie 2000. Fait que là, j'allais là-bas, puis là, je faisais des tests de photocopie. Puis à un moment donné, j'ai découvert, hey, si je broche des pages ensemble, là, ça fait un magazine. Non, mais je te jure. Oui. Puis j'avais un oncle qui était graphiste, qui a fait en sorte que j'ai étudié en design plus tard. Lui, il avait un studio dans le Vieux-Montréal. J'avais aimé, genre, l'espèce de mode de vie, genre, table à dessin, la musique, tout ça. Après ça, il y avait le centre de photocopie. Puis mon oncle, qui était justement graphiste, il y avait des lettres à 7 à l'époque, toi, qui connais un peu le graphisme. Oui, c'était vers la fin, mais oui. Ben, les lettres à 7, c'était comme des lettres de transfert. Donc, c'est avant les ordinateurs, là, c'était comme des papiers transparents. Tu grattais, exactement. Tu grattais, c'est ça. C'était de la typographie. Puis là, j'étais fasciné par la beauté des lettres. Puis là, je me suis rendu compte qu'avec justement des lettres à 7, là, je pouvais faire des mises en page. Puis ça a été un petit peu la même chose. Fait que c'est vraiment ça. J'ai fait des magazines grâce à ça. Puis l'objet physique qui étant des feuilles de papier brochées ensemble, ben, je pouvais dire que j'étais un éditeur de magazine quand j'avais 9 ou 10 ans. Fait que c'était vraiment là. J'avais déjà cette passion-là de mettre des contenus ensemble puis de les brocher. Puis après ça, je te dirais que ma deuxième épiphanie qui m'a amené vers le magazine, ça a été quand ma mère avait un Macintosh classique. Là, j'ai ouvert les fontes. Puis là, tu vois, ah, wow! Oui. Puis sur Mac, il y en avait plusieurs parce que ça a été l'innovation de Mac d'ajouter... Ben, tous les choix de typographie. Puis là, en plus, moi, qui étais un abonné, puis là, je te parle vraiment vers 12-13 ans. J'étais un abonné à Sports Illustrated depuis tellement longtemps. Puis là, je te dis, je vais pouvoir faire des mises en page comme dans Sports Illustrated. Ah ouais.
continuons un petit peu sur les typos, parce que tu as eu, quand on s'est rencontrés, parce qu'on se connaît depuis, Belle lurette. Lurette. T'as été une des premières personnes à nous écrire au début d'Urbania. Ouais, écoute, je suis avant-gardiste. Hein. Ouais. Oui, t'es avant ton temps. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ouais. Mais tu faisais un projet de où est-ce que tu te promenais dans, je pense, des villes pour faire l'identité graphique. Tu avais reçu une bourse pour ça, l'identifier. On appelle ça le graphisme vernaculaire. En fait, c'est l'identité graphique. Moi, j'avais fait ça à travers le prisme des villes. Puis c'était ça, la bourse, c'était vraiment ça. C'était les villes de design de l'UNESCO. C'était un peu après que la ville de Montréal a reçu son titre. Puis Phyllis Lambert avait fait une bourse avec Design Montréal. Tu te promenais dans la ville pour aller saisir. Puis c'est ça que j'avais dit. Moi, c'est quelque chose que je faisais en voyage, là, au Gandam de ma blonde, là, que je faisais aller dans des ruelles puis prendre des photos de vieilles enseignes puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, cette passion-là, je pourrais-tu en faire quelque chose, un projet? Puis effectivement, quand la bourse est arrivée, j'ai dit, ce serait peut-être le prétexte pour justement aller en voyage, puis au lieu de faire chez ma blonde, y aller tout seul, puis vraiment faire ça à temps plein. Mais moi, c'est quelque chose qui m'interpelle encore aujourd'hui quand je voyage, de trouver, c'est en anglais, ça se dit en français, mais ces idiosyncrasies, c'est des choses qui rendent unique un lieu. Tu vois, j'étais à Copenhague la semaine passée, puis j'en ai fait plein de photos. Des photos de typos, des photos d'enseignes. Des vieilles enseignes, les traces du passé, les choses qui font la façon que les traits de pinceau étaient faits à l'époque, même les styles, comment les gens s'expriment aujourd'hui à travers la forme. Puis tu sais, c'est niaiseux, là, je vais faire un lien avec Urbania, mais tu sais, l'espèce de notre slogan de rendre l'ordinaire extraordinaire, c'est un petit peu dans la même démarche, d'essayer de trouver ces petites bribes-là de banalité, mais de trouver la beauté là-dedans. Ça, c'est une espèce de quête que j'ai de façon profonde, je pense. Parce que pour s'intéresser à la typographie, il y a... Là, on parlera pas juste de typographie. Oui, on va faire peur aux auditeurs. On va parler d'autres choses. C'est la minutie, c'est le souci du détail, tu sais, puis je me rappelle les premières éditions d'Urbania, tu passais une nuit avant que ça parte aux presses à regarder, à tout calibrer, toutes les... Fais-tu encore ça, cette espèce de micro... je pense que c'est pas une micro-gestion, mais le souci du détail que tu faisais? La typographie, en fait, je pense que ça m'intéresse depuis toujours parce que c'est vraiment l'ultime jonction du fond et de la forme. Tu sais, la typographie, c'est des symboles, mais qui servent à raconter des histoires. Et étant de la typographie, ça sert à faire des mots. Fait que pour moi, c'est la mise en forme des mots qui est quelque chose vraiment que je trouve intéressant parce que si tu utilises n'importe quel, tu utilises du Comic Sans puis tu mets un mot en Comic Sans, ça va être faussement sympathique avec un petit air enjoué un peu niais. Mais tu mets le même mot en Bodoni qui est une typographie italienne justement plus classique et là, soudainement, ça va avoir l'air raffiné. Puis tu fais la même chose en Franklin grotesque puis là, tu vas avoir une espèce d'esprit américain de l'ère industrielle. Fait que tu sais, juste en évoquant ça, je suis capable de rappeler une ère, un lieu. Fait que c'est ça que j'aime de ça, c'est vraiment le lien entre le fond puis la forme, puis le fait que ça communique des mots, des idées et des émotions ultimement. Je pense que c'est ça qui m'attire, mais c'est un peu geek, là, tu sais, comme... c'est très geek. Ta typo de base, moi, c'est Arial 12 points. Toi, c'est quoi? Arial, c'est un dérivé, c'est une copie que Microsoft a fait faire de Helvetica. Donc, c'est Donc, toi, t'es plus un puriste Helvetica. Oui, Helvetica, c'est très aseptisé, là. C'est comme quelqu'un qui s'habille juste chez Gap, là. C'est un peu plate à la longue. J'ai pas... je te dirais que j'ai pas une typo. C'est sûr que moi, j'aime bien, justement, les Franklin Gothic, Truth Gothic, les typos américaines du début de l'ère industrielle. C'est plus un sérif qu'un sans sérif. Plus un sans sérif. C'est des sans sérifs, mais tu sais, on appelle ça des workhorse. C'est des typos qui marchent partout, que tu mets dans toutes les circonstances. Un peu comme une paire de jeans. Là, tu peux mettre une paire de jeans peut aller dans un contexte plus habillé comme moi, mais en même temps, c'est rough puis ça t'offre la run. Là, on est vraiment rendu dans un rabbit hole. J'adore ça. Après ton magazine de l'âge de 10 ans, il y a eu ceci. Je l'ai-tu ici? Oui, P45. Oui, tu vois qui est dans ma collection. Il est emballé en plus. Oui, il est emballé dans un mica et puis... Spécial condiment, mais remonte-moi le don encore. C'est même pas le premier numéro, c'est le P45 fête ses 2 ans. Parle-nous de ça. Je vais parler de ce que je tiens entre les mains parce qu'évidemment, on est à l'audio. En fait, effectivement, c'est spécial condiment. C'était une poupée qui tenait le logo de P45 avec, on dévoilait les seins de la poupée pour annoncer les 2 ans de P45. Mais on avait collé des sachets de sauce sriracha sur chacun des magazines. Donc, soit t'as enlevé le sachet, donc, tu l'utilisais. C'est encore un magazine de centre de photocopie parce que c'était... Oui, effectivement. C'est un fanzine dans sa plus pure tradition. Avec un peu plus de professionnel, c'était imprimé sur des feuilles de taille tabloïde pliées en 2. Tandis que c'est ça, moi, dans mon époque, c'était pas le cas. Mais oui, ça, c'est vraiment un projet qui était justement disons que c'est ma première expérience professionnelle en magazine, même si je le faisais bénévolement. Et puis, ce qui est étrange, c'est que l'autre personne qui était avec toi, c'était Nicolas Langelier, qui aujourd'hui fait un nouveau projet. Absolument. Moi, je trouve que vous êtes les deux comme
Là, on peut plus dire figure émergente du monde des médias parce qu'on commence à s'approcher pas mal de la cinquantaine. De tout 50 ans? 47. 40, c'est ça. Fait que... Ouais, non, on est plus jeune. On est plus jeune. On se pense jeune. Mais au début des années 2000, vous avez, toi et Nicolas, créé deux choses. Créé ça ensemble, le magazine P45. Non, Nicolas l'avait déjà créé, puis moi, j'avais dit à Nicolas que j'avais le goût de collaborer. OK, puis tu faisais je me suis un peu imposé à Nicolas. OK. Mais, tu sais, aujourd'hui, vous avez deux empires médiatiques, disons ça comme ça, très, très, très différents. Il y a eu une chicane avec Nicolas. Hein, non, mais juste pour la petite histoire, P45, à l'époque, il y avait un article, je pense que c'est Nathalie Collard qui avait fait ça dans la presse, qui avait parlé de ce jeune homme qui faisait ce magazine après avoir passé du temps en Angleterre, justement, le nom P45, je pense que c'est l'équivalent de ton T4, là. En tout cas, puis il avait pris son argent de fin d'emploi, de sa paye de vacances de fin d'emploi pour lancer le magazine. Puis quand j'avais vu ça, j'avais vraiment trouvé sa démarche intéressante, je trouvais l'approche cool. Puis j'avais vu qu'il avait pas acheté son nom de domaine p45.ca, fait que je l'ai acheté. J'ai écrit à Nicolas, j'ai dit Nicolas, je viens de me voir que t'avais pas acheté ton nom de domaine. Es-tu sérieux? Mais moi, je te donne ton nom de domaine en échange que tu me laisses collaborer avec toi pour les prochaines éditions. On parle ici d'un magazine photocopié sur des pages. Oui, c'était vraiment Puis là, Nicolas m'avait répondu comme moi j'ai acheté chantage.ca, puis en tout bref, on s'était déjà taquiné en commençant, puis finalement on s'était rencontrés, puis ça avait cliqué, puis on avait décidé de collaborer ensemble, puis on s'occupait justement de faire le design du magazine. Puis pour moi, c'était vraiment un projet bonbon, là, c'était vraiment un trip de faire ça. Puis à un moment donné, justement, au moment qu'on s'est dit, ben là, puis moi, j'avais vraiment, ça brûlait en moi là, le désir de faire un magazine, puis tout ça, puis on s'était assis pour justement... tu sais, il y avait Yves Scheffner à l'époque qui était ici que Nicolas voulait intégrer, puis il y avait un autre gars qui était prêt à mettre des sous, puis évidemment à ce moment-là, ben là on s'est un peu brouillé dans le partage de la propriété du projet parce que justement c'était comme quand l'argent entre en ligne de compte. Hein. Ben surtout quand tu passes d'un projet qui est fait uniquement, tu sais, de façon complètement passionnelle et bénévole à justement essayer de partager des parts, mais bref, tu sais, c'était pas mal intentionné de part et d'autre, mais après ça moi j'ai juste dit ben regarde, fais tes choses de ton côté, je vais faire les miennes, j'ai lancé Urbania, puis ça a donné qu'effectivement la version pimpé de P45 et Urbania a été lancé à 2 coins de rue de distance à peu près le même jour. Fait que, mais puis moi j'ai tout le temps dit que ça prend une rivalité dans la vie, là, ça se fait courir plus vite. C'est comme courir le 100 mètres tout seul, c'est plate, mais courir le 100 mètres contre quelqu'un qui court vite, c'est le fun. Hein, mais ça a été vraiment un espèce de moment, justement, c'était comme synchronisé, puis je me suis servi un peu de la rivalité pour nous botter le derrière pour faire quelque chose. T'sais. À l'époque, tu dirigeais une boîte de design graphique qui s'appelait Toxa. Ouais. Et c'est, moi, l'histoire que j'ai, puis tu me corrigeras, c'est que avec Toxa, vous aviez des clients, puis vous cherchiez un projet pour un peu changer d'air, là, de faire des choses que vos clients ne vous demanderaient jamais et montrer un peu ce que vous pouvez faire, puis vous amuser, clairement. Puis c'est comme ça qu'est né Urbania. Est-ce que je le raconte bien? Ou... Oui, ben c'est en fait, le vrai moteur de tout ça, c'est que moi, j'ai travaillé pour d'autres, dans des agences, quand j'ai fini l'université, vers la fin des années 2000, la fin des années 90. Puis j'haïssais ça travailler pour d'autres. Je pense que je suis pas fait pour avoir des patrons. Fait que j'ai une fuite constante de l'autorité. Fait que quand j'ai lancé l'agence Toxa, justement, avec Vianney Tremblay, mon associé puis mon grand ami de l'époque, qui est encore mon ami aujourd'hui, je me suis aperçu que chacun de mes clients était mon patron. Fait que là, je me suis dit, crime, comment je vais faire pour m'émanciper du joug de l'autorité? Fait que là, je me suis dit, on lance un magazine. Ou, tu sais, en collaborant avec P45, je me suis aperçu de la liberté qu'on avait quand on fait un magazine, justement, de créer une pièce culturelle dans laquelle, justement, tu peux être edgy, oser des choses qu'un client te laisserait jamais faire. Puis après ça, quand on a lancé Urbania, on s'est comme aménagé un territoire créatif pour justement faire tout ce que les clients ne laisseraient pas faire. Ouais. Mais en même temps, en faisant ce projet-là de façon complètement spontanée, puis selon nos impératifs à nous, qui n'étaient pas des impératifs des autres, ça a attiré des clients qui avaient envie de ça. Fait que, tu sais, sans le vouloir, Urbania est devenu une espèce de carte de visite pour montrer notre savoir-faire. Donc, ça a attiré des clients qui étaient plus intéressants que ceux qu'on avait avant. Tu sais, on a eu des clients comme RTV, le Festival de Nouveau Cinéma. À l'époque, tu disais, quand tu faisais des entrevues, c'était inspiré de Colors, le magazine de Benetton. Ouais, ça a été vraiment une révélation pour moi, le magazine Colors. Vice, c'était comme nos cousins anglo un peu weird. Tu sais, on les voyait, on voyait les magazines qui traînaient parce que nos bureaux étaient sur le boulevard Saint-Laurent à l'époque, puis tu sais, on voyait des Vice qui traînaient dans les salons de coiffeur puis tout ça, puis c'était cool, c'était edgy, ça sortait, trash, ça ressemblait à rien, tu sais, pour vrai, le magazine Vice, c'était pas très beau, la mise en page était un peu banale. Mais le contenu, c'était comme décoiffant, les douzaines d'onces, tu lisais ça, t'étais mal à l'aise. Tu sais, c'est vraiment comme des cousins anglo, un peu trop trash pour nous. Mais j'aimais l'espèce d'énergie puis le côté gonzo, de faire du journalisme un peu. Tu sais, tu prends de la drogue, tu vas voir un show, tu racontes ce que t'as vécu. Le côté immersif puis expérientiel. Mais Colors, ça a été vraiment la vraie épiphanie créative de... Puis ça, c'était plus jeune, c'était un petit peu plus jeune. J'avais un ami dont la copine travaillait chez Benetton. Puis elle avait rapporté plein de magazines Colors, puis là j'ai vu ça, puis là j'ai fait wow, tu sais, tu t'ouvrais ça là, puis ça ressemblait à rien, là, c'était
c'était vraiment des grands photographes du monde, c'était un thème, ils rapportaient plein d'images puis d'articles autour d'une thématique. Puis c'est un petit peu l'idée d'avoir des thèmes dans le magazine est venue de ça. On s'est dit c'est what if si on appliquait la recette de faire une thématique avec plein de gens différents qui te ramènent du contenu, mais sur notre ville, tu sais. À quel moment Toxa a cessé d'exister et Urbania a pris toute la place? Parce qu'au départ, moi, quand je suis arrivé, quand j'ai travaillé chez vous, Toxa... C'était un aide bicéphale. Mon chèque de paye, c'était Toxa. Ouais. Mais à un moment donné, vous avez décidé T'as décidé, je me concentre sur Urbania et fuck les clients. Ouais, au début, j'ai séparé les deux en disant que si jamais, tu sais, on faisait des niaiseries, par exemple, mettre le maire de Montréal avec une aisselle avec un scratch and sniff sur la couverture. Ou le crucifier sur le Mont-Royal. Ça, c'était plus tard, mais au début, tu sais, on faisait des choses un peu genre, disons que je me disais que ça pourrait peut-être générer des poursuites éventuellement. On faisait des blagues un peu déplacées sur certaines personnes. Mm-hmm. On est de l'ère RBO, nous autres. Mais en fait, donc, on a séparé ça en se disant, si je me fais poursuivre, puis que genre Urbania se fait tuer comme Gawker a été tué plus tard, mais il me restera Toxa. C'était vraiment c'était de la gestion de risque, on va dire. C'est bon. Mais non, puis c'était ça, puis c'était un peu mon côté aussi, je pense, bicéphale, dans le sens que d'un côté Toxa, je gagnais ma vie, puis avec Urbania, c'était je quittais la niche et ma laisse, puis là je me lâchais lousse. Mais tu sais, Urbania faisait pas d'argent, puis Toxa faisait de l'argent. Puis ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné qu'on a dit hey là, on va arrêter de niaiser, je me promenais avec 2 cartes d'affaires, puis là, je rencontrais quelqu'un, là, quelle carte d'affaires je donne à cette personne-là. Tu sais, c'était un peu schizophrénique à la longue. Puis autour de 2015 à peu près, Vice commençait à avoir le vent dans les voiles. Il était à Toronto. J'avais rencontré Ryan Archibald, le DG de Vice à Toronto, puis il est venu nous voir et il me dit « Hey, would you be interested in selling to Vice? » Là, j'ai fait comme « Wow! » Et ça aurait été un mauvais move, ça. Hein? Ben, aujourd'hui, ils disent « Ben non, ça fait longtemps que je le sais que ça aurait été un très mauvais move, mais c'est sûr que sur le coup, comme Vice était un peu... le média mondial, que j'admirais parce que il faisait VBS.tv, sur le web, il faisait des vidéos, il commençait vraiment à le vendre dans les voiles. Ils ont essayé au Québec. Ben c'est ça, après, ils ont commencé avec nous, je pense qu'ils sont venus nous sniffer, ils savaient qu'ils voulaient venir se réinstaller à Montréal, ils sont venus nous voir. Puis, mais à ce moment-là, c'est ça, c'est que d'un côté, j'avais des états financiers de Toxa qui étaient corrects, puis où on faisait des revenus, puis là, je montrais les états financiers d'Urbania, puis c'était comme gênant parce que c'était, on prenait les profits qu'on faisait avec nos clients commerciaux, puis on faisait un magazine, puis du web puis avec le reste. Fait que c'était gênant. Urbania n'était pas une business, c'était vraiment un hobby. Et c'était la même chose dans le bureau physiquement. Je me souviens, il y avait la table des gens qui font Urbania, qui sont effectivement les parents pauvres de l'équipe parce qu'ils génèrent pas assez d'argent pour payer le loyer. C'est les autres qui payent. Mais eux autres sont cool. Fait que c'était un peu comme nos ados qui habitent dans le sous-sol. Ils fument du weed, ils écoutent de la bonne musique, mais ils payent pas de crise de loyer puis ils mettent pas de bouffe dans le frigo. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, la raison pourquoi Vice est venu nous voir, c'est-tu parce qu'on est une agence ou c'est parce qu'on est un média? Ben, c'est parce qu'on est un média. Mais pourquoi quand on monte nos chiffres, c'est gênant de montrer les chiffres du média? Puis pourquoi tout le monde nous connaît sur Urbania puis qu'on appelle du monde, on dit c'est quoi Toxa, on est ceux qui font Urbania. Fait que non, on s'est dit là c'est un peu innocent, là, la petite raison que je t'ai évoquée tantôt par rapport aux poursuites éventuelles. Je pense qu'elle a été périmée. Puis là on a dit regarde, là, on va donner du focus à tous les gens de l'équipe, que tout le monde travaille sous l'ombrelle d'Urbania, puis tout le monde sera motivé par le projet Urbania, puis ce sera plus juste le projet de 4 personnes dans le bureau qui sont des crèves-fins puis qui gagnent des salaires de misère, puis faisons vraiment cette personne. Ben oui, mais t'en as fait les frais parce que c'était le modèle d'affaires qui était pas un modèle d'affaires. On s'en foutait de faire de l'argent avec Urbania. On voulait que la création soit ce qui domine. Puis on s'est dit, fait que c'est ça. Ça a été bon au début, mais à un moment donné, on était rendu trop grand pour les chaussures. Mais en même temps, il y avait quelque chose de beau parce que je me souviens au début, il y avait on fédérait un peu les talents de Montréal. Les illustrateurs, les photographes, les journalistes aussi. Tout le monde était pas mal bénévole. Il y avait quelques personnes. Je me souviens, un numéro, tu m'avais donné 1 000 $ comme budget. Je pense que tu avais dû négocier. Non, mais oui. Non, mais juste pour l'anecdote, 1 000 $ comme budget. Et j'ai fait mon premier shooting photo. Le photographe était bénévole, mais la styliste, elle, a coûté 300 $. Il restait 700 $ pour, je sais pas combien, 64 pages pour le reste du. Fait que, tu sais, ça avait pas de sens. On dit ça à des gens aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Mais non. Puis honnêtement, c'est ça. Souvent, c'est l'époque bénévole du magazine. En fait, je m'étais souvent posé la question, mais là, OK. Mais je me suis dit, si on veut payer le monde, tu veux les payer au moins comme il faut. Juste donner 20$ à tout le monde, ça aurait été gênant. Fait que j'aimais mieux y aller en disant, si tu le fais parce que tu as vraiment le goût de faire un projet créatif. Parce que, anyway, parce que si je voulais pas rentabiliser, mais si je voulais rationaliser le projet, ben, je vais l'imprimer sur du papier cheap. Dans le sens que j'aurais tout coupé les affaires qui faisaient que c'était un beau projet.
Fait que je me suis dit, fuck off, on va prendre tout l'argent de la pub, puis on va payer un imprimeur décent, puis on va faire un objet dont on est tous fiers. Puis c'était pas du tout, c'est ça, il y a pas de plan d'affaires, il y a pas de vision. L'idée, c'est que si tu collabores à Urbania, tu le fais pour le plaisir, puis l'idée de faire quelque chose de créativement en même temps, innovant. Sans cette folie-là des débuts, sans cette absence de plan d'affaires et de logique commerciale. On aurait fait 3 numéros si on l'avait fait rationnellement. Oui, je pense que oui. Urbania, au tout début, a été surtout reconnu grâce à ses couvertures, qui étaient toujours un événement. Il y avait deux choses. En fait, il y avait les couvertures et il y avait les parties de lancement, parce que c'était épique. Je ne sais pas si vous en faites encore, des parties. Moi, on n'imprime plus le magazine, mais oui, ouais, on a toujours fait un lancement à chaque édition. Ça a toujours été un peu le... J'aimerais ça qu'on parle de quelques couvertures marquantes. Je t'ai mis des magazines à côté. C'est sûr qu'il y en a une qui, pour nous deux, est la couverture. Ça, là, je l'ai sorti. C'est le numéro quoi, rétro? C'est le numéro rétro, été 2005. Donc, je vais mettre les couvertures, les amis, là, sur le web, là, sur le site de... je peux la décrire. Là, écoute, oui. C'est une photo où on voit deux personnes qu'on appelle des fantaisistes, qui étaient des personnages de l'émission Culte Passe-Partout. C'est Passe-Montagne, bel homme frisé en train d'embrasser goulûment la belle Pascaro. Les gens pensaient que c'était un montage photo. Ah non, je sais, mais cette photo-là est surnaturelle. Ça a presque l'air d'une illustration. Puis je me souviens du moment où on a tous deux vu cette photo-là. On était à Télé-Québec dans les anciens bureaux sur Folum. Mm-hmm. Puis tu étais en train d'écrire justement, parce que sûrement donné naissance à ton livre sur Passe-Partout. Je pense que j'étais en train de l'écrire ou je me souviens plus où est-ce que j'en étais, mais oui, c'était... En tout cas, bref, il y avait un lien à tout ça. Puis on était donc dans les archives photos de Télé-Québec. Ils nous avaient mis une petite table avec une table lumineuse, puis on regardait des diapositives, puis on avait des petits ronds de couleurs, puis on mettait des ronds de couleurs sur toutes les photos qu'on aimerait avoir sur un éventuel CD-ROM. Et là, on regardait ça, puis à un moment donné, tu te tournes vers moi, tu me donnes une bine sur l'épaule, tu me pointes une photo, puis là, je regarde, puis je fais comme... Qui était une photo de joke, là. Imaginons... C'était en deux vraies prises. En deux vraies prises, on fait un shooting photo pour promotionnel pour l'émission Passe-Partout, et là, Passe-Montagne décide d'embrasser Passe-Partout sur la bouche, Pascaro sur la bouche, et puis ils ont pris... Qui est clairement consentante, mais surprise. Oui. La photo est magnifique. Non, c'est comme... Mais elle est magnifique graphiquement, mais elle est surtout magnifique parce que c'est comme un geste interdit de personnages qui étaient des asexués dans notre esprit. Puis je me souviens que justement, quand tu m'as pointé ça, puis on a regardé les deux, puis là, on a comme mis délicatement un petit collant à côté de la photo en se disant... On s'est croisés les doigts en se disant... Moi, je me disais, ils vont jamais... C'est parce qu'on l'a mis dans un lot d'à peu près 150 photos, tu sais, donc c'est sûr que un peu comme quand tu vas acheter des condoms à la pharmacie, puis que t'en achètes 2 barres de chocolat, puis des aspirines. La même affaire. Mais... Quand on l'a reçu, la photo, et je me souviens parce qu'il y a eu un lendemain, quand elle a été publiée, il y en avait un des deux personnages qui n'a pas trop aimé. Mais en fait, la condition que Télé-Québec nous avait dit, allez chercher l'accord des comédiens, puis c'est beau. C'est ce qu'on n'avait pas fait, je pense. Mais non, mais en fait, on avait eu l'accord de Claire Pimparé, donc Pascaro, qui avait dit... Je suis 100% d'accord, en autant que, tu sais, que Jacques Lheureux, Passe-Montagne, soit aussi d'accord. Et là, Jacques Lheureux, on s'est mis sur le fait de le retrouver, mais il était parti en vacances à ce moment-là. Ah, ok, je me souviens. Et la date de retour de vacances de Jacques, puis c'était à l'époque pré-iPhone et tout ça, donc on était moins joignable quand on était à l'étranger, et la date d'envoi à l'imprimeur arrivait. Trop tard. Et là, on s'est dit, creveillé, fuck off, on y va, si on saute. Et là, effectivement, quand c'est publié, là, on reçoit un appel, puis là, c'est mon associé Vianney qui avait eu l'appel. C'était... Passe-Montagne, aka Jacques Lheureux, en train de fumer une cigarette au téléphone. En tout cas, je pense, là, il sonnait comme quelqu'un. Puis il engueulait Vianney. Mais là, c'était comme une désillusion, tu sais, un personnage qu'on a admiré, qui était comme un héros pour nous, mais là, c'était un peu comme Krusty the Clown en maudit après toi, là, tu sais, comme. Et puis pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, Jacques, je l'ai côtoyé parce qu'on était sur le conseil d'administration du nouveau théâtre expérimental ensemble. Okay. Et juste pour ajouter une couche à toute cette proximité que j'ai avec lui, c'est que, en fait, son fils est le conjoint de la sœur de ma blonde. Oh. Donc, c'est presque rendu indirectement mon beau bel-oncle, en tout cas, je sais pas comment appeler ça, là, mais mais bref, on a un lien, on a un lien presque familial ensemble aujourd'hui, donc maintenant, on s'aime beaucoup, puis il nous a pardonné, puis je pense que comme il a fait beaucoup d'argent avec ses DVD, on a été comme une pré-campagne de pub pour ses DVD, fait que je pense que... Parlons du numéro fille. Oui, ben sur lequel tu as officié. Ben, j'en ai fait 2, moi, des numéros. J'ai fait le numéro environnement dans lequel on a publié le numéro personnel de Steven Guilbeault. Je sais pas si tu te souviens. Je me souvenais pas ça, mais... Vous avez écrit après, il était pas... Ouais. Il était pas super cool. Et le numéro fille, où on a Michel Richard en maillot de bain zébré.
Une photo iconique. Raconte-nous cette histoire-là, parce que ça, c'est ton idée. En fait, c'est pas mon idée, c'est vraiment... C'est mon ami... C'est Léda et Saint-Jacques qui avait fait ça. Léda et Saint-Jacques, les photographes de mode qui étaient de genre... qui sont des super photographes de mode, mais qui, à l'époque, étaient à peu près les photographes les plus hot en ville. Puis leur agent s'appelle Éloi Beauchamp. C'est un gars avec qui j'avais été boss boy à la Spaghettata sur Laurier quand j'avais 17, 18 ans. Pour la petite histoire. Non, mais bref, c'est ça. Mais c'est beaucoup une histoire d'amitié. Urbania aussi. Il y a plein de collaborations qui sont nées d'abord de l'amitié. Mais bref, Éloi, qui était agent de Léda et Saint-Jacques, on se recroise à un moment donné un dimanche, puis il me dit « Hey, je suis rendu agent de photographe. » Ben, comme justement, moi, j'ai un magazine, pour qu'on fait pas quelque chose ensemble. Puis là, il avait fait justement une super photo de Philippe Dubuc dans le numéro Style à l'époque. Tu sais, ça a été une première collaboration comme ça. Puis éventuellement, puis à un moment donné, j'arrive, ça vous tente de faire des couvertures, dites-moi là. Il a fait la couverture des gars, donc la bobette rose, avec le petit bout de prépuce qui sort. Ça, c'était un accident de shoot. C'était pas prévu dans le storyboard, mais c'était un heureux accident, comme on dit. Oui. Mais bref, donc à un moment donné, quand on sort le numéro sur les filles, puis là, je vais luncher avec Éloi, puis il me dit « Hey, pourquoi on fait pas quelque chose? » Puis là, il dit à Léda, viens nous rejoindre, on va brainstormer sur une couverture. Puis là, elle me dit « C'est qui la Donatella? » Puis là, Léda a dit « Mais c'est qui la femme qui incarne le plus la féminité ou le côté très Donatella Versace? » là? Puis là, Éloi puis moi, on dit « Je sais pas, Michel Richard. » Il dit « OK, on fait une photo de Michel Richard, mais super sexy. » Puis elle sait pas c'est qui, Michel Richard? Elle savait pas, Léda. Elle faisait pas longtemps qu'elle était au Québec, Léda. Puis c'était vraiment Éloi puis moi, on dit non, c'est l'équivalent de Donatella Versace au Québec, c'est Michel Richard. Ouais. Et là, Éloi, qui est vraiment un gars, genre, tu lui donnes une mission à ce gars-là, puis c'est comme il va mordre le mollet, puis il ne lâchera pas. Il se met sur le cas, il retrouve l'agent de Michel Roy, en tout cas, bref. Mais bref, puis il pitch l'idée, jeune magazine urbain, c'est cool, ça va être le fun pour Michel. Puis finalement, écoute, je me souviens que ça a été un shoot incroyable, tu sais, puis elle est plus grande que nature, là, Michel Richard. Elle nous racontait après le shoot, là, comment tous ses déboires amoureux. Puis tu sais, c'est une femme qui est quand même vraiment, tu sais, elle a assumé. Superbe photo, là. Superbe photo. Avec un petit peu de Photoshop, évidemment, parce que, tu sais, évidemment, fallait quand même lui rendre hommage. Mais cela dit, c'est son attitude, je pense, qui prime avant tout. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça. Mais c'est une photo, justement, qui pour Michel Richard, encore aujourd'hui, quand on la recroise, elle dit, tu sais, on a été marqué un peu dans son parcours. On l'a rendu cool. Tu sais, on a pris son image un peu quétaine, puis on l'a rendu cool. On a réussi à lui donner confiance en elle. C'est niaiseux, mais c'est un peu ça qu'elle nous a dit. C'est génial. Puis moi, c'est encore je trouve que c'est encore une des plus belles couvertures d'un magazine au Québec, dans l'histoire du Québec. 100% d'accord. Michel Richard. Mais ce qui est très drôle, juste pour moi. C'est gratuit en plus, hein, parce que généralement, Michel Richard, sur la une du séjour, c'est pas gratuit. J'avais fait l'erreur de dire à Marie-Joëlle Parent au Journal de Montréal, m'a dit, mais combien t'as payé Michel Richard pour faire ça? J'ai dit, on l'a eu gratis. Puis après ça, elle l'a publié. Puis là, son agent m'a appelé, m'a dit, hey, là, on dit jamais ça, que quand Michel travaille gratis, là, dans le fond. En tout cas, bref. Mais ça l'a dit juste pour montrer à quel point on est des mauvais marketeurs. Tu sais, on a mis Michel Richard en couverture. Là. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont acheté le magazine qui avaient hâte de lire l'article sur Michel Richard. Il n'y avait rien. Je me souviens qu'après la publication de ce numéro-là, Bon baiser de France, l'émission de France Baudouin, j'avais été là. En fait, en remote, là, j'étais dans le studio. Puis il voulait que tu parles de l'article sur Michel. C'est ça, mais que je parle de Michel, tu sais, moi, on n'avait rien écrit sur elle, mais tu sais. C'était son image qu'on avait utilisée. C'était juste ça, puis en tout cas, c'était, ça, c'est une belle couverture. Puis on pourrait peut-être parler parce que vous avez créé un monstre, celui-là, Bob Wilkinson. Tu as créé un monstre? J'ai créé. Tu peux nous donner. Non, mais moi, je l'ai juste fait pour un numéro, mais cette couverture-là. Oui, cette couverture-là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Bob Wilkinson. J'ai une version d'ailleurs autographiée, mais je sais pas, c'est-tu moi qui l'ai fait autographier, je m'en rappelle pas. Autographe avec un F, oui. Oui, autographe avec à l'époque, c'était donc ça c'est le numéro vedette, hein? C'est comment ça s'appelle? Célébrité. Et puis raconte-nous c'est qui ça ce personnage. On va partir du numéro initial, c'était un numéro sur l'environnement. Oui. T'avais décidé c'est un stunt qu'on s'était dit, comme on faisait dans Urbania, des fois, on avait le goût de faire un petit coup d'éclat, puis ça, c'était vraiment ton idée, là. Je veux pas prendre la tête. Je me souviens pas. Je t'ai donné. Mais en fait, c'est ça, je t'ai dit, hey, on trouve-tu quelqu'un qui serait prêt à se faire tatouer? À l'époque, le ministre de l'Environnement fédéral, c'était Stéphane Dion. Oui. Et tu t'es dit, on peut-tu trouver quelqu'un qui serait prêt à se faire tatouer la face de Stéphane Dion sur son crâne? Alors, à un endroit où est-ce que le poil peut repousser quand même. Fait que, il y avait quand même. Puis là, tu t'es dit, comment on trouve ça, quelqu'un qui est prêt à faire ça? Des petites annonces du Journal de Montréal. Fait que là, on a fait une petite annonce du Journal de Montréal. Et là, Robert Wilkinson est prêt à le faire. Puis effectivement, il a tatoué la face à Stéphane Dion. C'était un stunt, c'était un coup publicitaire. Le problème, c'est que Robert Wilkinson a vu l'attention que ça lui a procuré. Ah, il a été dans toutes les émissions.
Et ben, c'est ça, il y a toutes les émissions, mais après ça, il s'est mis à se faire tatouer. Salut, bonjour, le mouton noir de la télé. Plein de logos de médias, parce qu'il s'est dit à chaque fois que je me fais tatouer le logo d'un média, il m'invite, ou en tout cas, bref. Fait que ça a un peu créé un monstre. Et cela dit, après ça, là, j'ai le numéro célébrité entre les mains. On a fait un... Ça, c'est le numéro 18. On a fait un numéro qui traitait de la célébrité puis du désir d'être célèbre. Puis on s'est dit, bon, on va faire tirer la couverture. On va dire à des gens, on va faire un appel à tous. On a appelé ça Magazine Idol. Mm-hmm. On a dit aux gens, soumettez-nous votre candidature. Puis si vous gagnez, vous allez faire la une d'Urbania. Ah. Fait que là, on a reçu une cinquantaine de... Ben non, plus que 50. On a reçu, je sais pas, des centaines. Mais on en a choisi une cinquantaine en pré-interview. Puis après ça, on en a fait venir une vingtaine en studio pour les filmer. Honnêtement, l'histoire, c'est là que l'histoire de Robert est intéressante parce que, tu sais, tout le désespoir qu'il y avait justement de recherche d'attention, tout ça, en fait, il nous a raconté pourquoi il était en quête d'attention comme ça. C'est parce que lui, il avait une fille, il était père d'une fille. Mm-hmm. Il avait perdu contact avec elle. Et puis, c'était sa façon pour lui de montrer à sa fille, ben, le fait qu'il était pas un loser. Bon, on peut s'entendre que c'est peut-être pas le meilleur moyen de montrer que t'es pas un loser, mais pour lui, c'était quand même sa façon d'exprimer son désir de reconnecter avec sa fille. Fait que lui, il voulait se servir de la célébrité pour communiquer avec un enfant avec qui il avait perdu le contact. Puis honnêtement, on a été touchés par cette histoire-là. Puis on lui a donné la couverture. Puis pour vrai, la couverture du numéro célébrité, on l'a transformé en rockstar. Puis tu sais, c'était pas le gars le plus beau en ville, Robert, là, il s'arrangeait pas très bien. Mais là, on y a pris une styliste qui faisait de la mode, on y a mis un photographe de mode, on a fait un éclairage. Et il a l'air d'une rockstar. Il pas mal certain beau. que c'est encadré chez eux, ça. Ben c'est ça. Fait, mais honnêtement, on n'a plus de contact avec lui aujourd'hui. Mais c'est vraiment son histoire par rapport à sa fille qui a fait en sorte qu'on lui a donné la couverture. C'était le côté freak show, ça y appartient. Mais le côté de genre ce gars-là a quand même sa quête de célébrité est justifiée par quelque chose qui est au-delà de juste genre avoir sa face à la TV. Lui, sa célébrité, c'est pour servir le fait qu'il veut reconnecter avec sa fille. Il y a des plumes qui ont commencé à Urbania. Je pense à Judith Lucier, qui était parmi les premières. Qui était une amie de Gabrielle Poirier-Arnaud, qu'on a connue comme ça. T'sais, c'était vraiment, justement, c'était encore des liens d'amitié. Puis c'était beaucoup genre, OK, je connais un tel, viens collaborer, elle vient de graduer en journalisme. Puis, il y a eu Émilie Dubreuil. Elle était quand même plus établie. Elle était à Macadam Tribu, Émilie. Puis ça, c'était vraiment des amis en commun qui nous avaient fait avoir un lien. Puis elle était venue au lancement, puis on avait embarqué. T'sais, c'est sûr que toute la famille Macadam Tribu, Macadam Tribu, c'était vraiment comme des gens. Qui était une émission pour ceux les plus jeunes qui nous écoutent, qui était une émission animée par Jacques Bertrand à Radio-Canada, un peu le pendant, l'Urbania de la radio. C'était l'émission déjantée de l'époque. C'est l'équivalent de la soirée T'es encore jeune ou d'un truc comme ça, mais avec vraiment un côté très, très des correspondants internationaux, du sérieux. Il y a Philippe Lagu là-dedans. Hein? Philippe Lagu, Jacques Bertrand, mais plein de gens. En fait, il y a plein de gens de talents qui sont passés là. C'est une espèce d'école un peu avec beaucoup de liberté puis une juxtaposition de ton et de style. Donc, il y a eu Judith Lucier, Émilie Dubreuil. Qui a eu d'autres comme plumes qui sont un peu nées dans Urbania? As-tu des souvenirs? Ben là, il y en a eu plein, mais tu sais, il y en a eu. C'est surtout, en fait, ben, dans le magazine, effectivement, je te dis, c'est ça, c'est des Judith Lucier, mais il y avait des gens, des Edward Hardcore, là, qui était un gars, mais c'est pas une plume qu'on lit dans les médias aujourd'hui, mais c'était un gars, justement, c'est Mélanie Bayarger, l'illustratrice, qui j'avais demandé de collaborer, elle m'avait dit, je vais collaborer si Edouard écrit. Puis lui, c'était une espèce de gars, qui écrivait des trucs assez... C'était très trash. Très trash. Mais c'était ça, c'était autant un gars comme lui, qui est un écrivain de sous-sol, qui faisait ça pour lui, qui publiait des petites nouvelles à droite et à gauche, mais que là, on lui donnait une espèce de tribune plus large, que des Judith Lucier, justement, qui venait de graduer, puis qu'on lui donnait, on lui disait, ben, regarde, vas-y, fais des papiers sur des sujets qui t'interpellent. Fait que ça a été l'espèce, c'est le magazine. C'est comme le prestige du papier qu'on donnait à des gens qui étaient souvent des nobody ou des gens qui travaillaient en pub, qui étaient des gars établis en publicité, mais à qui on disait, ben là, fais-nous des affaires un petit peu plus senties qui viennent de ton cœur. Mais après ça, des plumes qu'on a publiées, ça a été toute l'époque du site web. Ça a été beaucoup. Puis là, dans le magazine, il y avait des chroniques, mais c'était pas le cœur du magazine, c'était pas les chroniques, c'était plus les reportages. Mais là, quand on est allé sur le web, au début, c'était l'ère du début des blogs et tout ça. Puis c'était vraiment un gros blog Urbania au début. C'était vraiment des plumes éparses, donc des gens. Est-ce que vous avez encore le souci de faire connaître des nouvelles personnes ou d'être le tremplin pour... Oui, dans tous les domaines, autant quand on produit des émissions de télé, après ça, c'est pas tous les projets qui appellent ça, mais oui, un de nos plus récents embauches en journaliste, c'est Jean Bourbeau qui travaille avec nous. Puis Jean, c'est un gars qui arrivait de nulle part, là, c'est un ami de quelqu'un dans l'équipe qui avait passé un mois à être éboueur. Il avait fait un reportage Gonzo. Pendant un mois, il est devenu éboueur avec ses propres moyens. C'est vraiment un projet qu'il avait fait de
comme une passion, passion personnelle. Puis il a raconté ça en 3 épisodes, je pense. Wow. Puis c'était excellent, c'était du journalisme narratif à l'américaine avec vraiment une courbe dramatique, des émotions, des odeurs quand tu lisais ça. Puis on s'est dit, mon Dieu, c'est exactement ce qu'on... Puis Jean, maintenant, il est journaliste à temps plein avec nous, puis il continue à faire ça. Fait que tu sais, il sortait pas de l'école de journalisme, Jean. Fait qu'il y a toujours eu ce désir-là aussi de prendre des misfits, des gens qui n'ont pas nécessairement eu tu sais, où il y a eu plein de gens de l'UQAM en journaliste qui sont passés par Urbania, mais aussi des gens qui n'avaient rien à voir avec ça, mais à qui on a donné la chance de faire du journalisme sans en avoir nécessairement la formation. Qu'est-ce que c'est Urbania aujourd'hui? Là, on a beaucoup parlé du magazine, mais c'est une marque média, multiplateforme, un pure player. Vous êtes combien d'employés? Là? C'est quoi? On est avec les gens en France, on est 110. Parce que c'est vrai, vous avez une antenne on a une branche en France depuis 3 ans. Là. Depuis 3 ans. Qu'est-ce que vous faites en France? Dans le fond, c'est du web aussi? Du web, on a le média numérique avec beaucoup de vidéos, des textes, mais c'est vraiment la vidéo qui est le moteur. Mais il y a aussi justement la branche production, donc on fait de la production. Oui, la production télé, vous avez fait, c'est juste la TV, c'est vous? Oui, on en a fait des dizaines, des shows télé, on en a fait 10-15 par année. Mais entre autres, c'est juste de la TV, mais... Ceux qu'on connaît, là, mettons, beaucoup de documentaires. Moi, j'avais vu celui avec Louis T. Tu en as fait plusieurs, l'apprenti autiste. Allô, voici mon pénis avec Kim Lizotte. Oui, l'air d'aller. C'est ça. Votre pain et votre beurre aujourd'hui, c'est la production télé. Je dirais que c'est facilement le 2/3 de nos revenus, un peu plus même. Ça dépend des années, évidemment. La télé, c'est... on se rappellera, t'es un gars qui tripe sur les typographies. Là, la production télé, c'est un autre métier. Ben, en fait, moi, j'ai eu une épiphanie quand je me suis mis à voir ce qu'on faisait avec Urbania. C'est le fun de mettre un magazine dans les mains de quelqu'un puis voir quelqu'un le feuilleter. Mais là, quand tu montes une vidéo à quelqu'un, puis là, ça bouge, puis il y a du son, puis il y a de l'émotion, puis là, tu vois les gens qui regardent ton travail en étant captivés. Moi, j'ai fait, OK, là, c'est comme la culmination de tout ce que j'aime, c'est... Oui, il y a de la typo en vidéo, il y a des histoires, il y a des gens, il y a du documentaire, il y a d'émotions. Moi, j'ai vraiment eu l'espèce de moment où tu dis, OK, c'est ça, c'est la convergence de tout ce que j'aime, c'est ce qui se fait en vidéo. En même temps, la télé, tantôt, tu me disais, j'ai plein de clients, puis chaque client est mon boss. T'sais. En télé, il y a les organismes subventionnaires qui ont leurs contraintes, il y a les budgets, les contraintes budgétaires, il y a le diffuseur. Ouais. C'est un univers très, très... contraignant, si je peux dire. Comment est-ce que tu fais pour concilier le trip de gang qui était le magazine Urbania et le monde de la télé qui est un autre univers complètement? Là? Ben, je te dirais que c'est ma fuite de l'autorité initiale qui a fait en sorte que je suis devenu entrepreneur. Moi, quand on a parti l'agence au début, j'avais des clients, entre guillemets, je servais des clients, j'étais vraiment en mode genre, tu veux rendre ton client heureux. Fait qu'on dirait que j'ai connu le pire, ben pas le pire, c'était pas souffrant faire ça, mais je sais c'est quoi cette démarche-là. En télé, tu as un client, mais il te donne des sous pour que tu fasses un produit de contenu qui va attirer des audiences. Fait que c'est comme le meilleur des deux mondes, dans le sens que oui, tu as un client, mais il veut que tu crées quelque chose qui est une œuvre culturelle, grand public et de culture pop, mais il reste quand même que tu crées un objet culturel. Évidemment, la télé étant ce qu'elle est, ben, tu le crées parce que les audiences vont être plus vieilles, il faut le découper avec des pauses de pub, il y a des contraintes, mais tu as des sous, puis effectivement, tu as des crédits d'impôt, tu as le fonds des médias, tu as les moyens de tes ambitions, fait que c'est aussi une façon de faire rouler des équipes, d'avoir des gens de talent autour de toi, puis de faire du contenu avec des moyens. Puis tu sais, quand tu as fait des magazines avec 3 bouts de ficelle, puis 1000 pièces de budget, puis là, tu fais des émissions de télé avec des millions de dollars, ben moi je connais la valeur de chaque dollar, tu sais. C'est pas comme si j'avais juste connu ça puis que je me plains juste que les budgets diminuent en télé, c'est que j'ai déjà fait des choses avec rien. Ouais, c'est ça. Fait que t'es gros dur en télé, là. Ben gros dur dans le sus que ça nous donne les moyens de travailler avec du monde de talent puis de pouvoir faire des choses qui ont de l'impact. Après ça, est-ce que la formule de la télé actuelle n'est pas appelée à être réinventée? Oui. Mais ça, c'est un enjeu que c'est pas juste moi qui ai réfléchi, là. C'est beaucoup de gens qui... On a parlé un peu, Urbania aussi, là, on parle de la télé, c'est aussi en ligne, essentiellement aujourd'hui. Tu as une plateforme en ligne, vous faites un mini-magazine, comment ça s'appelle ça? Micromag. Le Micromag, ouais. C'est un peu la version en ligne du magazine papier de l'époque, mais une fois par semaine. Oui, en format mobile, oui. Ces temps-ci, les médias en ligne, il y a eu la faillite de Vice, il y a eu BuzzFeed News aussi qui ont fermé. On est en train de se dire le modèle d'affaires de la publicité en ligne ne permet pas de faire vivre des médias de qualité. Comment tu vis ça, toi, chez Urbania, quand tu vois ces nouvelles-là? Parce que les nouvelles sont pas bonnes en ce moment-là. Bon, je vais mettre un peu de contexte à tout ça parce que je pense que c'est pas une situation unique. Il y a
Bon, je vais décortiquer tout ça. Le Vice et BuzzFeed, c'est 2 médias américains. Dans le cas de Vice, c'est un média justement qui a eu le vent dans les voiles. Il prétendait être ceux qui allaient ramener les jeunes, puis qui avaient tout à voir, puis il allait être CNN, ESPN, il allait être tout et tout, puis il valait 5,7 milliards américains. Puis là, ils ont eu des investisseurs, puis ils ont promis mer et monde, puis ils ont dit qu'il allait avoir une croissance infinie, puis qu'il allait manger le marché, puis ils ont lancé une chaîne câblée, puis ils ont ouvert dans 50 pays, puis... à un moment donné, c'est la grenouille qui va être plus grande que le bœuf. C'est un petit peu genre, tu prends des investisseurs, tu leur promets mer et monde, puis après ça, tu t'aperçois que finalement, ben, tu as peut-être overpromised. BuzzFeed, ça a été autre chose. BuzzFeed, ça a été vraiment le média qui a bénéficié de Facebook. On était là au bon moment. Puis nous autres aussi, on en a bénéficié des audiences de Facebook. Là, ça nous a fait croître. Mais sauf qu'eux, on pensait que c'était une croissance infinie avec, puis là, ils sont allés en bourse au pire moment à peu près de l'histoire. Fait que, ils ont vraiment, dans les 2 cas de Vice et BuzzFeed, c'est vraiment des phénomènes spécifiques. On vit tous la désillusion de Facebook. Meta, c'est une compagnie qui n'est pas là pour être au service des éditeurs. Fait que c'est sûr que, genre, l'impression qu'on avait là, évidemment, la loi C11 va faire en sorte qu'ils vont devoir contribuer aux médias, que ça va être quoi, je ne le sais pas. Est-ce que ça va vraiment devenir faire partie du modèle d'affaires? Je ne sais pas à quelle hauteur, je ne sais pas comment. Mais bref, j'ai peu d'espoir. Fait qu'effectivement, il y a une certaine désillusion par rapport aux énormes trafics qu'on a sur le web et à la façon de les monétiser. Il y a comme une disparité. Après ça, nous, notre modèle, c'est pas la publicité. Le modèle du contenu gratuit, puis après ça, de mettre des pubs de bannières à côté ou du pre-roll sur des vidéos, ce modèle-là, effectivement, le prix de ces publicités-là est tellement infime que tu ne feras jamais d'argent. Nous autres, notre modèle a toujours été celui un peu qui venait presque des débuts du magazine où on allait voir des annonceurs, puis on leur a dit, donnez-nous des sous, on va faire une pub, puis on va la mettre dans le même esprit que le thème. Ben, maintenant, du marketing de contenu. Exactement. C'est ça notre vision. Ce qu'on dit, c'est donnez-nous votre argent, puis on va vous faire quelque chose où il y a un bénéfice pour l'utilisateur ou le lecteur ou le spectateur. Fait que, au lieu de prendre l'argent et de dire vous allez être un interstice ou un parasite dans du bon contenu, ben non, vous allez faire partie du party puis on va vous faire quelque chose qui a une vraie valeur. Fait que ça, c'est notre modèle. Puis ça, je te dirais que de le faire. Puis après ça, c'est un modèle qui se scale pas à l'échelle des médias américains parce que c'est sûr que faire pour 150 millions de branding content par année, là, ça t'en prend. Ça en fait des réunions. Hein? Ça fait beaucoup de réunions. Ça fait beaucoup de clients qui te demandent de dire ma shot de produit est où? Ça fait beaucoup de... Mais dans le modèle du marché québécois, de bien le faire, de faire avec intelligence, nous autres, on a quand même développé un savoir-faire. Puis avec la marque, les gens savent qu'on a des audiences à qui il faut bien parler. Fait que, tu sais, on s'est bien positionné au fil du temps. Mais est-ce qu'on a la recette miracle? Non. Mais je te disais que nous autres, on est qu'une version plus bio ou plus du terroir de BuzzFeed puis Vice. Nous autres, on n'a pas d'investisseurs. Les décisions qu'on prend, on les prend pour le bien de la compagnie puis pas parce qu'on a promis des choses à des gens qui nous ont donné de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'on t'offre la run puis qu'on réussit à naviguer à travers tout ça. Mais est-ce que... moi, je me réveille le matin en me demandant c'est quoi l'avenir des médias. Je me couche le soir, je lis tout ce qui se fait. Mais est-ce que tu as peur de Est-ce que Urbania est bien établi, là? Est-ce que tu as peur de l'avenir? Ou j'ai tout le temps peur. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un rêveur insouciant, mêlé avec un paranoïaque maladif. J'ai les 2 pôles en moi, là. C'est sûr que j'ai des rêves d'expansion planétaire et de conquête de la francophonie mondiale, mais de l'autre, j'ai peur, j'ai l'impression que je vais mourir dans 3 mois ou dans 6 mois, que si on fait un mauvais move, que tout peut s'écrouler. Est-ce que ça use, l'entrepreneuriat? Ça use. Moi, je te dirais que ça arrive-tu des matins que tu te disais, j'aimerais ça un petit job simple, là? Ouais, mais je suis sûr que ce serait pire si j'avais un petit job simple. Je serais encore bien plus usé si j'avais un petit job simple où je me lève le matin puis je me dis toutes les décisions qui sont prises, c'est pas moi qui les prends. Ouais. Fait que tu sais, ce qui use, oui, c'est sûr que c'est un stress constant. Tu y penses 24 heures sur 24, tu vas en vacances puis tu cherches des idées à ramener. Tu sais, je suis pas en mode genre je décroche en vacances. Moi, je me sers de mes vacances pour m'inspirer. Mais non, moi, je pense que c'est honnêtement puis quand t'en es un entrepreneur, Steve, tu sais, je pense que à une autre échelle, on va ça. Oui, mais c'est pas grave. Il y a quand même le fait de se lever le matin puis de dire les décisions que je prends. Puis si je me lève ce matin, c'est parce que j'ai décidé de me lever, c'est pas parce que j'ai promis à un boss de me lever. Tu comprends? Puis ça, je trouve ce moteur-là d'indépendance, puis c'est pas une indépendance financière, c'est une indépendance morale et psychologique. Ouais. Puis oui, ça pèse, mais je l'échangerais contre rien au monde, tu sais. Tu fais un balado, Philippe, oui. Parce que dans tout ce que tu fais, tu trouves le temps de faire le balado. En fait, c'est ça. C'est parce que quand tu es rendu une taille d'entreprise où tu es tout le temps en meeting ou à faire des emails ou à être tout le temps genre, oui, je fais de la création, mais j'insuffle des idées ici puis là, mais c'est jamais moi qui ai fait. Ça me prenait un projet où c'est moi qui me mettais les mains dans le moteur. Ça s'appelle... Entre la fin et le début. Entre la fin et le début, voilà. Et puis, c'est des entrevues, ça ressemble un peu à ce qu'on fait en ce moment. Aimes-tu ça, faire ça? J'adore ça parce que, comme je disais, c'est vraiment un projet où c'est juste moi. Je trouve ça trippant, puis je me suis fait plaisir dans le sens où je me suis dit, je vais parler du sujet qui m'intéresse le plus au monde, raconter des histoires. Puis je vais inviter des gens que je trouve vraiment bons dans ce qu'ils font.
Puis que ça m'a donné un prétexte de m'asseoir avec eux pendant 1 heure et quart, puis que je peux leur poser toutes les questions. Puis c'était à peu près le même moteur que j'avais au début du magazine. Je te dirais, au début du magazine, là, mon but, là, c'est de me donner un prétexte pour me lever de mon ordinateur puis aller rencontrer du monde. Puis moi, début du magazine, je me souviens, avec Vianney, on est allé rencontrer le genre Roland Blenner-Acide. C'est le numéro Locomotion. Donc la thématique, c'était comment on se déplace dans la ville. Puis c'était un gars là, il était à Pointe-Claire. Puis il y avait un entrepôt plein de Cap de Roue. Puis on avait lu un entrefilet dans la Gazette là, à propos de ce gars-là qui était le magnat du Cap de Roue à Montréal. Mais moi, quand j'étais là-bas, puis avec Vianney, on se pinçait, on disait « Hey, on est en train de jaser avec un gars de Cap de Roue. » Avec le king du Cap de Roue. Mais le gars, il nous parlait du Cap de Roue comme si c'était comme une des plus grandes merveilles du monde. Comme si c'était de la typographie. Ben, comme moi, je parle de typo, mais lui, sa passion, c'est Cap de Roue, puis il t'explique la différence. J'organise un grand dîner mercredi prochain, si tu veux. Non, mais honnêtement, c'était même pas pour se moquer. C'était beau à voir quelqu'un qui... Puis le prétexte, pour moi, puis c'est le côté journalistique, dans le sens que chaque journée est un prétexte pour aller aborder des sujets qui sont pas ton champ d'expertise, mais que tu touches à tous les champs. Ben ça, c'était ça mon moteur à l'époque avec le magazine. Puis avec le balado, c'est un peu la même affaire. C'est de m'inventer un prétexte, m'asseoir avec du monde puis jaser. On l'a évoqué tantôt, Philippe. C'est les 20 ans d'Urbania. Vous allez sortir un livre... avec les éditions Cardinal, oui. De Tatiana Paul-Voy. Ça va sortir cet automne. On le sort à l'automne, oui. Donc, surveillez ça si vous voulez vous replonger dans l'histoire de ce grand projet, de ce beau projet Urbania. Et puis, merci Philippe de ton temps, de ta générosité, puis au plaisir de se revoir. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On a parlé de beaucoup de couvertures de magazines dans cet épisode. Vous pourrez retrouver les couvertures dont on parle sur le site lesécrans.ca. Comme ça, vous aurez un soutien visuel, un support visuel, parce que je suis conscient que le balado n'est pas le médium le plus visuel qui soit. Je vous annonce aussi que ce sera le dernier épisode de ce balado pour l'été. On va prendre une petite pause estivale, histoire de recharger nos batteries. Puis d'ailleurs, peut-être que je vais changer un peu le concept, je vais un peu rebrasser les cartes, je verrai. Moi, l'été, c'est toujours un moment où est-ce que je me ressource un petit peu. J'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Si vous avez des idées d'invités pour la prochaine saison, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Facebook, par courriel, via le site web. Je prends vos suggestions. D'ailleurs, je remercie le tout premier invité de ce balado, Stéphane Gourde, qui est archiviste à Radio-Canada, qui m'a suggéré des personnes comme ça, sans que je l'ai demandé. Donc, merci Stéphane. Je mets ça sur une liste. D'ailleurs, je vous invite à écouter ou réécouter cet épisode. C'est le premier épisode du balado, donc vous allez voir, la musique est différente. Vous allez pouvoir constater l'évolution qu'il y a eu au fil de ces épisodes. Ça fait quand même 34 épisodes produits du balado Les Écrans. Et puisqu'on est à l'heure des bilans, je vais en profiter aussi pour remercier tous ceux et toutes celles qui sont venus à ce micro depuis le début du projet Le Balado Les Écrans. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que c'est lancé. Je suis toujours surpris, moi, de voir, j'envoie quelques courriels, les gens répondent oui, ils viennent passer 1 heure dans mon sous-sol, des gens parfois que je connais pas du tout, et ça fait toujours de beaux moments, des moments intéressants. Je me souviens de belles entrevues que j'ai eues. Si vous avez du temps cet été, revenez dans les vieilles entrevues, vous en avez peut-être raté. Je pense à Chantal Lamarre, Biz qui est venu aussi cet hiver, Olivier Niquet, Jean-Sébastien Girard, avec Myriam Bouchard aussi, réalisatrice. Regardez, il y a 34 entrevues. L'objectif que j'avais avec ce projet-là, c'était vraiment de vous partager ma passion pour les médias, ma passion pour les gens qui travaillent dans les médias, leur parcours, qu'est-ce qui les anime, et aussi en même temps amorcer une sorte de réflexion sur cette sphère médiatique qui est omniprésente dans nos vies. C'est un peu l'objectif de ce balado-là. J'espère qu'il apporte quelque chose de différent dans le discours public, bien humblement. Donc, je suis assez content du résultat, de ce que ça a donné. Puis, je suis content aussi de la réponse, de la réception, autant du public que des gens qui acceptent de venir gratuitement comme ça se raconter, partager leurs idées, partager leur point de vue sur un enjeu important dans le monde des médias. Très, très satisfait de ce que ça a donné, ce projet-là. Donc,
je vais cogiter cet été, je vais essayer d'améliorer encore le produit, je vais essayer de peut-être apporter de nouvelles idées. Si vous en avez, n'hésitez pas, partagez-les. C'est une discussion, tout ça. Et je serai de retour cet automne avec d'autres rencontres que j'espère tout aussi intéressantes que ce qui s'est passé depuis 34 épisodes. Sinon, je vous invite d'ici là à faire un petit geste pour le balado. Si vous aimez ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous au balado sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, la quelconque plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook du balado Les Écrans pour avoir des nouvelles de ce qui se passe cet été. Donc, cherchez le nom Les Écrans dans Facebook, vous allez nous trouver facilement. Sur ce, je vous souhaite un bon été. On se retrouve l'automne prochain. Mon nom est Steve Proulx. Le balado Les Écrans est une production de l'agence de contenu 37e Avenue. À très bientôt.